la plupart des indicateurs économiques pointent vers un net ralentissement de la croissance, plutôt à partir de la deuxième moitié de cette année-ci. L'inflation devrait continuer à reculer. Si on accepte le 1 et le 2, le 3, c'est la conclusion logique. Donc le resserrement monétaire des banques centrales va se terminer progressivement, donc il n'y a pas de raison pour que la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale montent encore beaucoup leurs taux. Les taux longs aussi, pas de raison pourquoi les taux devraient continuer à monter. Par contre, l'environnement reste relativement compliqué pour les marchés boursiers. Et on peut dire, OK, alors il faudrait peut-être sortir des actions, etc. Donc il faut quand même le relativiser un peu. Je me rappelle quand j'ai commencé dans cette banque, il y avait l'administrateur délégué, M. Reckinger, qui me disait toujours, Guy, n'oublie pas une chose, les pessimistes peuvent aussi se tromper. Donc il faut déjà prendre tout ce que je dis avec un peu de recul. Deuxième élément, c'est que j'ai vu tellement souvent des gens qui ont essayé de jouer ce jeu, je sors, attends des actions, je reviens dans les actions. Déjà, il faut réussir les deux. Il faut sortir à temps, mais à un moment donné, il faut aussi revenir à temps. Donc il y a beaucoup de gens, lors de la crise financière en 2008-2009 ou récemment dans le Covid, qui ont peut-être vendu en janvier 2020, qui en avril 2020, lorsque les marchés avaient chuté de près de 30%, étaient extrêmement contents, mais qui ne sont jamais venus dans les actions. Et vous avez vu, après, les actions ont doublé, donc ils sont toujours restés derrière. Donc il faut le relativiser un peu tout ça. Et fondamentalement, moi, je suis quelqu'un qui croit aux actions, je crois aux entreprises, je crois aux bonnes entreprises. Donc si je dis l'environnement reste compliqué, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant complètement sortir des actions. Et un dernier point que justement, je m'étais amusé à regarder, le marché américain, notamment, est un marché, l'indice Standard & Poor's 500, c'est un indice relativement peu volatile. C'est rare que le marché américain corrige, baisse de 25%. Or, l'année dernière, entre le plus haut de 2021 et octobre de 2022, à un moment donné, le marché avait perdu presque 25%. Et je me suis dit, OK, mais dans l'histoire, quand le marché a perdu 25%, où est-ce qu'il se trouvait un an après ? Donc, il a perdu 25%, on aurait acheté. Un an après, où est-ce que le marché se trouvait? Et ici, c'est le résultat. Donc, vous voyez que dans 6 des 8 cas, un an après, le marché était beaucoup plus haut. Dans un cas, un an après, le marché était presque au même niveau. Et c'est uniquement dans un seul cas où le marché a continué à baisser. Donc, quand je dis que moi, je vois tout à fait un risque, on sera cette fois-ci un peu ici. Je vais un peu contre l'histoire parce que l'histoire dit normalement, une fois que le marché a corrigé de 25%, il faut acheter. Et d'ailleurs, depuis qu'il a corrigé de 25% en octobre, il a déjà remonté, il a déjà regagné la moitié de sa baisse. Donc, entre-temps, pour l'instant, le marché est plutôt à nouveau dans cette optique-là. Donc, tout ça pour relativiser un peu. Mais encore une fois, je pense que l'année, quand même, risque encore une fois de s'annoncer assez difficile, ou en tout cas mouvementé pour les actions, notamment pour les obligations. On peut peut-être être plus optimiste cette année-ci. 2022 a été une année difficile pour les marchés actions. Baisse de 13% en Europe pour le marché actions mondial. C'est la troisième plus forte baisse que l'on a connue sur les 20 dernières années. Il y a seulement 2 années où la performance avait été moins bonne. Ici, en 2002, explosion de la bulle technologique, et également en 2008. Là, c'était l'éclatement du marché immobilier américain, donc qui avait mené à la grande crise financière. Vous pouvez également voir ici sur le graphique 2 années où la performance était également négative, 2011 et 2018. 2011, crise souveraine européenne. À l'époque, on avait des doutes quant à la capacité de certains États à pouvoir rembourser leurs dettes. Et plus proche de nous, en 2018, c'était forte chute des marchés au dernier trimestre. C'était le début de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et l'an dernier, il n'y a vraiment aucune zone géographique qui a été épargnée par cette baisse. Dans nos portefeuilles, nous investissons dans 4 grandes régions, Europe, États-Unis, Japon et marchés émergents. Et vous pouvez le voir dans le graphique derrière moi. Chaque zone a eu une performance négative au cours de l'année écoulée, avec toutefois quelques constatations. Au sein des marchés émergents, il y a de fortes divergences de performance, avec ici, on voit un effondrement du marché d'Europe de l'Est, tout simplement parce que la Russie représentait un poids prépondérant dans les indices, et le marché russe s'est totalement effondré l'an dernier. Et à contrario, une performance ici positive pour les marchés d'Amérique latine. Il faut savoir que ces pays sont principalement exportateurs de matières premières et ont par conséquent bénéficié de la hausse du prix de ces dernières. Marché asiatique, performance plutôt décevante aussi, moins 16% l'an dernier, principalement due à la forte baisse du marché chinois,
qui a souffert de problèmes structurels sur son marché immobilier, mais également de la politique zéro Covid du gouvernement chinois, donc qui a fortement ralenti la croissance. Deuxième constatation, ce sont que les entreprises de petite capitalisation, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ont plus fortement souffert l'an dernier, tout simplement parce que ces entreprises sont plus sensibles au cycle économique, donc qui étaient en net ralentissement, comme Guy vous l'a expliqué. Et dernière constatation, et c'est ce qui était plutôt rare ces dernières années, c'est que pour une fois, le marché européen s'est mieux comporté que le marché américain, tout simplement parce que le marché américain a un poids du secteur technologique qui est beaucoup plus important. Et on va le voir dans un instant, mais ce secteur technologique a fortement souffert l'an dernier. Ce qui me permet de faire la transition au niveau des performances sectorielles. Donc ici aussi une forte hétérogénéité des performances, avec deux secteurs qui ont une performance positive, donc les services aux collectivités publiques, performance très légèrement positive, et le secteur énergétique qui a fortement progressé l'an dernier, puisque les investisseurs ont anticipé que le prix du pétrole resterait durablement haut. A contrario, trois secteurs ont fortement souffert. Donc, je vous le disais, le secteur technologique, tout ce qui est consommation discrétionnaire, et également le secteur de la communication. Il faut savoir que ces trois secteurs sont dominés chacun par 2 ou 3 grandes sociétés américaines très connues. Et ces sociétés ont fortement souffert de la hausse des taux. Donc, c'est ce qui explique que ces secteurs sont un peu plus décevants, en tout cas, ont délivré une performance plus décevante l'an dernier. Et un dernier mot sur les secteurs dans lesquels nous, on investit plutôt pas mal, ou en tout cas qu'on apprécie, comme les biens de consommation courante ou les secteurs de soins de santé. Vous voyez qu'il y a quand même eu une très bonne résilience de ces secteurs l'an dernier. Maintenant, la volatilité à laquelle on a assisté l'an dernier n'est pas inhabituelle. Chaque année, nous subissons des corrections sur les marchés d'actions qui sont de plus ou moins grande ampleur. Et c'est ce qui est exprimé sur le graphique derrière moi. Les points rouges, ce sont les replis qu'on a pu observer en cours d'année. Et les bâtonnets bruns, donc c'est la performance à la fin de l'année, donc ça c'est pour l'indice européen. Si je prends l'exemple de 2009, donc on voit qu'on a eu une très mauvaise année 2008, effondrement du marché immobilier américain, avec une baisse de 41% du marché européen. Les premiers mois de 2009 ont été très difficiles. De janvier à mars, les marchés ont continué à baisser, ont baissé encore de 26%, ce qui n'a pourtant pas empêché le marché européen de terminer l'année avec une hausse de plus de 20%. Pareil en 2020, ou un exemple relativement similaire. 2020, arrivée de la pandémie. Entre février et mars, le marché européen perd 35%. Et vous voyez qu'il a terminé l'année quasiment à l'équilibre. Donc, cette volatilité, elle n'est pas inhabituelle, elle est inhérente au marché financier. On ne peut pas y échapper, mais par contre, on peut la réduire en pensant à investir à long terme. Et c'est ce que je vous explique ici sur le graphique suivant. Le graphique de gauche, vous avez la performance du S&P 500, donc le marché de référence aux États-Unis, performance annuelle. Et sur le graphique de droite, vous avez toujours ce marché américain, mais la performance sur 10 ans. Et très clairement, on voit que si on investit à court terme ou qu'on regarde les performances annuelles, le marché américain reste quand même relativement volatile, puisque une année sur 5, plus ou moins, il est en baisse. Alors que si on prend un horizon de temps qui est beaucoup plus long et qu'on regarde la même performance, mais par période de 10 ans, on voit que quasi systématiquement, cet indice américain a une performance positive, à de très rares exceptions. Première exception, la grande crise financière de 29, et deuxième exception, donc la crise financière de 2008. Donc ça, c'est vraiment une, en tout cas, des premières règles d'or, c'est de penser à investir à long terme. Deuxième règle d'or, avoir également la discipline de rester investi. Guy l'a mentionné dans sa partie, avoir le market timing parfait, donc vendre au point haut et revenir au point bas, est un exercice très difficile. Et c'est ce qui est justement expliqué sur ce graphique. Donc on a ici aussi repris la performance du marché européen. Donc on voit qu'en moyenne, entre 2003 et 2022, donc sur les 20 dernières années, le marché européen a eu une performance de 6%. Maintenant, l'investisseur qui a voulu essayer de faire du market timing et qui est sorti des marchés et qui n'a pas pu bénéficier des 10 meilleurs jours du marché sur cette période, vous voyez que son rendement est déjà diminué de plus de moitié, donc il a moins de 3% de rendement. Et si on pousse l'exercice encore plus loin,
et qu'on regarde un investisseur, la performance qu'un investisseur aurait eue s'il avait raté les 30 meilleurs jours du marché, vous voyez que là, la performance tombe carrément en territoire négatif. Et pourtant, ces 30 jours, regardez, ça représente juste 0,6% des données de la période. Donc ça, c'est vraiment la deuxième règle d'or, donc c'est de penser à rester investi et ne pas essayer de faire du market timing qui est généralement plus destructeur que créateur de valeur. Donc on l'a vu, les marchés actions ont une performance négative de l'ordre de 13%, et généralement, quand les marchés actions connaissent une année difficile, la poche obligataire joue un petit peu son rôle de valeur refuge ou d'amortisseur dans nos portefeuilles. Malheureusement, l'an dernier, ce n'a pas du tout été le cas, puisque suite à la forte accélération de l'inflation, les banques centrales ont été poussées, ou en tout cas ont fortement durci leur politique monétaire, ce qui a contribué à la hausse des taux et donc à la baisse des marchés obligataires. Et l'an dernier, les marchés obligataires ont une performance moins bonne que les marchés actions, puisque le marché obligataire européen, ici ce sont les obligations souveraines européennes, a baissé de plus de 18%, donc une performance que l'on n'avait jamais connue depuis que la série existe. Et malheureusement pour nous, il n'y a aucune classe d'actifs obligataires qui a été épargnée par cette forte baisse. Donc ici, je vous l'ai dit, les obligations souveraines européennes, moins 18%. Si on regarde au niveau des obligations d'entreprise, on était plutôt aux alentours de moins 16%. En termes relatifs, ce sont les obligations, on le voit ici, américaines qui se sont le mieux comportées. Elles ont également été pénalisées par la hausse des taux et l'écartement des primes de risque. Mais le dollar s'est quant à lui fortement apprécié par rapport à l'euro, donc ce qui a un petit peu, on va dire, limité les pertes pour les investisseurs obligataires en dollars américains. Justement, ça me permet de faire la transition sur les devises. Il faut savoir que normalement, lorsque les marchés baissent, il y a 3 devises qui sont considérées comme défensives: le dollar, le yen et le franc suisse. L'an dernier, vous le voyez sur le graphique, le dollar et le franc suisse ont parfaitement joué leur rôle de valeur refuge, puisque ces deux devises se sont appréciées par rapport à l'euro. La déception provient principalement du yen, qui lui s'est déprécié, alors que d'habitude il s'apprécie, on va dire, en période de turbulence. Pourquoi le yen s'est-il déprécié l'an dernier? Tout simplement parce que la Banque centrale japonaise a, elle, gardé un discours relativement accommodant et n'a pas procédé à de fortes hausses de taux, comme cela a pu être le cas en Europe ou aux États-Unis, donc ce qui a contribué, on va dire, à la dépréciation de la devise. Performance décevante également pour la livre sterling, c'est surtout ici les soubresauts politiques qui ont pénalisé la devise, et également performance plus décevante ou moins bonne, en tout cas pour les devises nordiques comme la couronne suédoise ou la couronne norvégienne, puisque ce sont des devises de petites économies relativement ouvertes. Donc lorsque la croissance ralentit, généralement ces devises souffrent un petit peu plus. Et pour terminer, au niveau des performances, j'aimerais également souligner la très bonne résilience de l'or, puisque vous le savez, l'or ne paye pas de coupons comme une obligation ou de dividendes comme une action. Ce qui veut dire que lorsque les taux d'intérêt augmentent, il y a un coût d'opportunité à détenir de l'or. L'or avait d'ailleurs s'était très bien comporté en 2019-2020. À l'époque, les taux d'intérêt étaient proches de zéro, voire même en territoire négatif. Donc un investisseur avait le choix entre être sûr de perdre de l'argent avec une obligation ou essayer de jouer une plus-value sur l'or, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont préféré acheter de l'or que des obligations. Et maintenant que les taux sont revenus à des niveaux en tout cas beaucoup plus attractifs que ce qu'ils n'étaient en fin d'année dernière, le coût d'opportunité en tout cas pour détenir de l'or a fortement augmenté, mais l'or en tout cas s'est stabilisé en dollars et il s'est même apprécié pour un investisseur en euros l'an dernier, puisqu'on l'a vu au slide d'avant que l'euro s'était déprécié par rapport au dollar. Ici, le graphique suivant, c'est vraiment pour vous montrer ô combien l'année 2022 a été exceptionnelle, mais exceptionnelle dans le sens négatif du terme. Vous avez les performances de l'indice américain action, donc le S&P 500, et la performance d'une obligation à 10 ans américaine, donc qui est considérée comme la valeur refuge par excellence. Et vous avez ces performances sur un historique de 95 ans. Sur ces 95 ans, il y a seulement 5 années où aussi bien le marché américain que l'obligation à 10 ans ont baissé. Vous les voyez, ils sont dans les petits encadrés rouges. Et cerise sur le gâteau, 2022 est la seule année où les deux ont baissé de plus de 10%. Ce n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de la série. Donc, on a quasiment 100 ans d'historique, donc il y a une occurrence sur 100. On avait une chance sur 100 d'avoir une année aussi mauvaise.
Et si vous regardez maintenant que vous calculez la performance d'un portefeuille équilibré pour justement cet investisseur américain, donc portefeuille équilibré 50% actions et 50% obligations, vous voyez qu'un investisseur américain a connu sa deuxième plus mauvaise année depuis que la série existe. Il y a juste pendant la crise, en 1931, que la performance avait été plus mauvaise. Les facteurs d'incertitude pour l'année à venir, bien entendu, Guy vous l'a expliqué, on s'attend à un atterrissage en douceur de l'économie, donc c'est ce que les économistes appellent le soft landing, mais bon, on ne peut pas exclure non plus le scénario que la récession soit plus forte que ce qui est annoncé ou que ce qui est attendu. On a également une décélération moins rapide de l'inflation, qui pousserait les banques centrales à maintenir des politiques monétaires restrictives beaucoup plus longtemps également que ce que le marché attend, puisque le marché s'attend déjà à des baisses de taux pour le second semestre à l'heure actuelle. Bon, le risque géopolitique, inutile de vous le commenter, hein, vous l'avez bien compris avec le conflit en tout cas actuel entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, avec la hausse des taux d'intérêt, on pourrait à nouveau avoir des doutes sur la capacité de certains États, principalement quand je dis certains États, c'est plutôt l'Italie, à rembourser leurs dettes. L'Italie a un niveau d'endettement qui est proche de celui de la Grèce lorsqu'elle a fait faillite, donc c'est aussi un facteur à surveiller si les taux venaient à remonter un petit peu trop fortement. Et puis, dernier risque, qui est un petit peu moins présent maintenant, mais on a quand même une piqûre de rappel récemment avec la Chine, c'est bien entendu le risque sanitaire. Donc, il a quand même fortement, on va dire, perturbé l'économie ces dernières années. Donc, en conclusion, année 2022 très difficile sur les marchés financiers. Donc, une année, comme je vous l'ai dit, à oublier au plus vite. Maintenant, le début d'année a plutôt bien commencé. Donc si je prends toujours la performance d'un portefeuille équilibré, on est entre 3,5 et 4% à hier en termes de performance. Donc plutôt un début d'année qui est porteur pour les marchés actions.